Raphaël Yerushalmi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, première question, avez-vous vous-même été surpris par la découverte, le dévoilement de ce tunnel offensif du Hezbollah, de ce tunnel qui a pénétré donc à l'intérieur du territoire israélien? C'est une surprise pour vous? Vous saviez d'une certaine manière, on le savait, que le Hezbollah avait, on va dire, copié le Hamas, ou même peut-être c'est lui qui avait été à l'origine de l'initiative du Hamas de creuser des tunnels offensifs. Il y avait des rumeurs à ce sujet, on s'en doutait, mais la surprise est tout de même grande, car non seulement on découvre que effectivement ces tunnels dont on soupçonnait tout de même l'existence, car il y avait eu quelques avertissements de la population locale, ce qui est surprenant, c'est surtout à quel point ils étaient bien construits, avancés, et même déjà en territoire israélien. Et le plus surprenant, c'est comment, du côté du Libanais, on a réussi à tenir le secret, c'est-à-dire que même au sein du Hezbollah, beaucoup de gens ignoraient l'existence de ces tunnels, à part ceux qui connaissaient le secret, et que en Israël même, pour une surveillance quand même importante des progrès pendant presque 2 ans de ces tunnels, le secret était aussi extrêmement bien gardé, juste à la dernière minute où on a commencé à les détruire, à les détecter et détruire. Donc c'est quand même une grande surprise, une surprise évidemment plutôt bonne pour nous et pour notre persévérance et notre façon d'agir. Alors, la frontière israélo-libanaise, elle est longue, elle est assez longue. Est-ce que, à votre avis, on doit s'attendre à des découvertes d'autres tunnels offensifs de ce type? Est-ce que le Hezbollah cache à nouveau d'autres initiatives de ce type-là? Alors, cette possibilité doit être prise en compte, bien que l'opération n'ait commencé qu'une fois Tzahal persuadé d'avoir détecté tous les tunnels existants, menaçants, proches de la frontière. Donc, dans l'ensemble, Tzahal estime qu'il y aurait un maximum d'une dizaine de tunnels de ce type, des tunnels offensifs qui seraient vraiment une menace réelle pour... Parce que pour l'instant, on ne parle que d'un tunnel, mais d'après vous, le Tzahal déjà a une sorte de carte des autres tunnels qui ont été creusés par le Hezbollah? Ça Il y a déjà une sorte de carte. Il va y avoir la nécessité de vérifier maintenant chaque mètre de 730 kilomètres. Oui. Mais ça a déjà été fait, c'est-à-dire il y a déjà eu pendant plusieurs mois des détections discrètes qui se sont opérées, donc de façon d'ailleurs officielle. Donc ça estime connaître le nombre et l'endroit des tunnels, mais envisage malgré tout, par prudence, la possibilité qu'il y en ait d'autres qui n'est pas détecté. Il se peut toujours que quelque chose se passe. Pourquoi on n'a pas donc révélé l'existence de tous les tunnels d'un seul coup? Pourquoi ça semble se faire graduellement? Eh bien, parce qu'il faut quand même continuer à garder un certain secret par rapport à ce que nous savons et comment nous le savons, car on ne peut pas non plus brûler nos sources et nos moyens de détection. Et puis, la preuve en est que hier, lors de la réunion tripartite entre les Nations Unies, le Liban et Israël, les Israéliens n'ont apporté aucun élément concret montrant ce qu'ils savent sur les tunnels. Ils sont restés très prudents. De rien amener. Ouais. Alors, la question que l'on peut se poser légitimement, c'est concernant le nord d'Israël, la menace du nord d'Israël. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, il faut l'avouer, de la menace représentée par ces missiles équipés de GPS, ces missiles qui pouvaient tirer qui étaient de plus en plus précis et qui pouvaient menacer donc et causer de sérieux dégâts sur le territoire israélien s'ils étaient tirés par le Hezbollah. On a parlé de l'Iran, on a parlé beaucoup de cet aspect des choses, mais on n'a pas du tout parlé, on va dire, des tunnels. Quel est le message que veut faire passer l'État d'Israël, l'armée israélienne, à travers la révélation de ce dévoilement de ce tunnel? Est-ce que c'est lié donc aux autres menaces, comme ces menaces de missiles précis? Bien sûr. Alors d'abord, Israël, vous avez remarqué, médiatise pas mal cette opération de bouclier du Nord. Alors il est évident qu'il y a ici pas une opération de communication, mais bien un signal fort et direct envoyé à l'ennemi
en disant voilà, ne nous sous-estimez pas, nous savons beaucoup de choses sur vous, nous sommes capables d'agir dans un temps record et de vous surprendre, car ces tunnels, c'est vrai, ils sont dangereux, ils étaient quand même le fer de lance d'une attaque contre Israël. Alors ils ne sont pas aussi comment dirais-je, spectaculaires qu'un immense missile qui s'abattrait sur Tel Aviv, mais d'un autre côté, là, ils auraient pu, par ces tunnels, pénétrer dans le territoire israélien et prendre en otage beaucoup de gens. Ce qui aurait été quand même sur le plan psychologique, en tous les cas, quelque chose de très grave pour Israël. Secondo, n'oublions pas que ces tunnels sont un avant-goût des destructions à venir, car, vous l'avez dit, ces missiles représentent une menace quasi existentielle pour l'État d'Israël, en tous les cas de stratégique de haute importance, probablement la plus grande menace aujourd'hui qui pèse sur Israël. Et donc, la prochaine étape, on n'aura pas vraiment le choix, ce sera de détruire, comme on l'a fait en Syrie du Sud, d'aller détruire les nouvelles usines de fabrication de missiles, et surtout l'endroit où on améliore ces missiles en leur accolant des GPS qui leur permettent effectivement une exactitude pratiquement absolue. En fait, vous voulez dire que l'armée israélienne et l'État d'Israël est en train de préparer, on va dire, la communauté internationale à une attaque qui deviendrait légitime justement de par cette violation par le Hezbollah, une attaque contre les bases de missiles du mouvement chiite? Oui, je pense que la communauté internationale est déjà mûre pour admettre une opération de ce genre d'Israël. Il y a juste ce danger, évidemment, que là, on passe sur le territoire souverain libanais, et donc de la réaction libanaise. Mais dans l'ensemble, c'est un petit peu comme en Syrie. On n'a pas non plus le choix. C'est que l'on n'énerve ou pas les Libanais. On est obligé de nous défendre. Vous avez remarqué que nous avons eu un ou deux clins d'œil d'une part du gouvernement libanais Hariri qui aujourd'hui ne condamne pas vraiment ou ne mentionne pas vraiment les tunnels et se montre plutôt réservé. Oui. Et puis aussi un accord tacite des Russes qui ont dit avoir compris la raison pour laquelle nous entreprenons cette action contre les tunnels. Donc je pense que sur le plan international, si nous frappons uniquement ces usines de missiles ou ces rampes de lancement de missiles, je ne pense pas qu'il y aura un gros problème, en évitant évidemment d'avoir des victimes civiles. C'est uniquement par rapport au Liban et surtout à l'Iran que nous devons calculer notre coût, c'est-à-dire à quel point les Iraniens se tiendront quoi, et nous laisseront opérer. Parce que c'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la conjoncture internationale et régionale actuelle, est-ce que l'on peut envisager que le Hezbollah accuse le coup, c'est-à-dire soit frappé par des opérations de l'armée de l'air israélienne, sans riposter? Est-ce que l'Iran risque d'obliger le Hezbollah? Parce que on peut comprendre que quelque part le mouvement chiite est encore, et ça c'est aussi une question, est encore dissuadé par ce qui s'est passé il y a 12 ans. Mais est-ce que vous pensez que l'Iran est capable d'envenimer la situation, de pousser le Hezbollah à tirer des missiles en direction du territoire israélien? Alors tout à fait. L'Iran en est capable pour la simple et seule raison que le gouvernement actuel en place en Iran n'est pas connu pour sa grande rationalité, sa grande logique. C'est-à-dire, normalement, il n'est pas dans son intérêt d'entamer un conflit à l'heure actuelle, surtout lorsqu'il est en train de subir des sanctions qui l'affaiblissent. Mais d'un autre côté, nous savons que nous avons affaire au régime des ayatollahs, c'est-à-dire à des intégristes, à des fanatiques qui peuvent avoir une réaction tout à fait imprévue, irrationnelle. C'est d'ailleurs la difficulté pour les services de sécurité et de renseignement israéliens de prévoir les réactions de ce genre de personnages qui sont des tyrans et qui peuvent se lever du pied gauche et prendre des décisions qui sont même à l'encontre de leurs propres intérêts. C'est arrivé plus d'une fois au Proche-Orient. Et donc, ils pourraient effectivement appuyer sur le bouton Hezbollah, ne serait-ce que parce que, alors, une des choses qui a été faite justement hier, avec la réunion tripartite, qui était une réunion tout à fait cosmétique, dirons-nous, Liban, Nations Unies, Israël, c'est de donner une porte de sortie aux Iraniens et au Hezbollah pour sauver la face.
Et l'une des portes de sortie, c'est dire pour le Hezbollah par exemple, mais nous répondons aux instances du gouvernement libanais, nous ne voulons pas créer un conflit pour le Liban, et les Iraniens dire nous respectons les demandes des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies nous a demandé de ne pas escalader la situation. Alors nous, les très gentils et polis Iraniens, nous acceptons sa requête. C'est la seule porte de sortie qu'ils ont pour sauver la face, car effectivement, sinon, il y aura ce danger, et là, ça, on est bien conscient, d'une réaction iranienne disproportionnée et irrationnelle. Alors, il y a eu un débat au cours des 2 derniers jours concernant la force de dissuasion d'Israël face au Hezbollah. Est-ce que certains ont affirmé que 12 ans après, donc la force de dissuasion d'Israël restait intacte, et la preuve c'est que Hassan Nasrallah reste toujours terré dans son bunker, et que le Hezbollah ne souhaite pas de confrontation ouverte militaire avec l'État d'Israël. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent que la force de dissuasion de l'armée israélienne s'est effritée. La preuve, c'est justement ce tunnel offensif. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous estimez que la force de dissuasion israélienne reste toujours aussi efficace qu'elle l'était au lendemain de la Seconde Guerre du Liban? Non, loin de là. On va dire que depuis la semi-réussite, mais qui est quand même aussi un semi-échec vu le nombre de victimes de bordures protectrices, la force de dissuasion d'Israël s'est effritée. Elle s'effrite d'abord de toute façon pour une raison simple, c'est que nous sommes une démocratie face à des dictatures. Et donc de toute façon, tout conflit que nous allons entreprendre, nous allons le décider de façon démocratique, avec des réunions de cabinet, avec des décisions concertées entre les services de défense et le gouvernement, ce qui n'est pas évidemment pas le cas de nos ennemis qui décident tout seuls ce qu'ils vont faire ou pas du jour au lendemain. De secondo, nous avons envoyé pendant plusieurs années les mauvais signaux. Autant le signal est bon maintenant avec cette destruction des tunnels, autant à plusieurs reprises nous n'avons été que réactifs, alors que par exemple le Hamas a été proactif, et en général notre conduite par rapport au Hamas a été celle de mauvais signaux, de mauvais messages qui ont fait qui ont été interprétés par le Hezbollah aussi. Voilà, comme une faiblesse, comme une hésitation, comme un bégaiement en tous les cas. Je ne pense pas que le Hezbollah voit en salle une armée qui est faible, mais le point faible, dirons-nous, d'Israël, c'est effectivement ce désir de retenue, ce faire attention, qui est peut-être louable en ensemble, mais qui est le mauvais signal pour l'ennemi. N'oublions pas tout de même que en dehors d'une force de dissuasion, il y a la situation qui est complètement différente de par le passé, c'est que nous ne sommes plus nécessairement le principal ennemi du monde chiite et de l'Iran, et qu'aujourd'hui l'Iran a d'autres cibles que Israël, qui était la seule cible à l'époque. Aujourd'hui, l'Iran pourrait très bien préférer jeter sa hargne sur l'Arabie Saoudite et sur le monde sunnite avant même Israël. Donc nous ne sommes plus la priorité, si vous voulez. On l'a vu d'ailleurs avec Daesh. Daesh n'avait pas Israël comme cible prioritaire. Ceci étant, il est certain que des opérations comme nous avons effectuées au sud de la Syrie, des destructions d'intérêts iraniens en plein sol syrien, montre que nous n'avons peut-être plus cette force de dissuasion, mais nous avons toujours notre capacité militaire, c'est-à-dire si on nous cherche, on nous trouve. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup de nous avoir détaillé et expliqué donc cette situation assez complexe, il faut bien l'avouer, au nord d'Israël, le long de la frontière israélo-libanaise. Bien entendu, on espère que les prochains jours seront des journées qui relativement sereines, mais effectivement, donc il y a des menaces, comme vous nous l'expliquiez. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après à 8h30 précise pour la revue de la presse et des médias israéliens.